de KNN. Bon, merci. Ah, ben, c'est dissipé déjà. C'est dissipé. C'est la chaleur. Non, c'est pas nous, là. Non, on avait changé. Mais bonjour à tous et toutes. Comme les gens qui ont présenté avant moi, je ne veux pas utiliser le micro parce que je ne me sens pas trop à l'aise, mais vu que je suis espagnol et l'espagnol on parle fort, je vais essayer d'utiliser ma voix. Là. Et avec les mains. Donc, je vais parler aujourd'hui de procédés basse température pour l'obtention de céramique et des couches épaisses piézoélectriques sans plomb, KNN. Mais voilà le déroulé de mon exposé. Je vais commencer avec le contexte et les objectifs. Après, je parlerai de céramique KNN. Je passerai ensuite sur le MEMS, donc le système microélectromécanique à base de KNN. Et je vais finir avec quelques conclusions en perspective. Donc, dans ce travail, on s'intéresse à l'utilisation de l'énergie disponible dans l'environnement pour alimenter des dispositifs style ICT, donc de la technologie information et communication, et aussi des dispositifs qu'on appelle place and forget, comme des petits capteurs, par exemple, et plus précisément à l'utilisation de l'énergie vibrationnelle, l'énergie mécanique disponible. Cette énergie, elle est disponible partout, notamment grâce à l'activité humaine. Déjà, en 2008, Cook et collaborateurs, ils avaient listé tout un tas de sources de vibrations très différentes. Donc, des trucs très intuitifs comme un moteur, mais aussi des cadres de port qui bougent, qui génèrent une vibration. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est utiliser ce type d'énergie pour alimenter ce type de dispositif. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de fabriquer le MEMS, donc le système microélectromécanique, pour collecter cette énergie vibrationnelle et à l'aide de notre matériau actif, donc un piézoélectrique, on va transformer la contrainte mécanique en énergie électrique et de cette façon obtenir cette alimentation électrique pour le petit système. Donc, pour cela, on va travailler, nous, on va se focaliser sur une architecture simple type cantilever, sur lequel, donc, qui est composé d'un substrat flexible, dans notre cas en acier, sur lequel on va déposer différentes couches, donc un électrode inférieur, notre couche active, piézoélectrique, un électrode supérieur pour fermer le circuit. Et pour cela, on va s'intéresser à 3 points principaux, donc bien sûr le matériau piézoélectrique, après tout ce qui est optimisation de paramètres pour obtenir de céramique piézoélectrique de bonne qualité, et après on va essayer de transférer cette connaissance à l'obtention de nos MEMS. Tout cela, on va le faire avec un œil ou un regard très attentif sur la diminution de l'empreinte environnementale de tout le procédé. On va essayer d'améliorer chaque étape. Et pour celle-là, on travaille sur une étude de cycle de vie avec nos collègues de l'Université de Compiègne. Que dans un travail antérieur sur ce type de dispositif, mais avec un autre type de matériau, donc le PZT, ils ont déjà démontré l'impact qu'il y a des électrodes sur l'empreinte environnementale. Donc ça, il faudra le garder en tête. Donc, premier pas, le choix de notre matériau piézoélectrique. Aujourd'hui encore, on considère le PZT comme la référence piézoélectrique, mais dû aux lois, on va dire, qui envisagent l'élimination de substances, de produits, des éléments qui sont nocifs pour la santé, on est obligé de trouver une autre solution, un substitut, vu que le PZT, il a du plomb, qui est toxique pour nous. Donc, nous, on a choisi le KNN, donc c'est un niobate de sodium strontium, dans sa phase pure avec un ratio KNA1, donc 50-50. C'est une poudre commerciale et de taille nanométrique. Pourquoi le KNN? Parce qu'il présente de bonnes propriétés piézoélectriques.
une stabilité thermique assez élevée, avec une température de Curie au-delà de 400 degrés C. Il présente la possibilité d'améliorer ses propriétés via le dopage, et aussi il est assez écologique si on choisit les bons matériaux de dopage. Donc, ici, on voit sur cette graphe les céramiques à base de KNN qui sont en compétition même avec le PZT à haute température. Donc, une fois choisi notre matériau de départ, on va passer à l'obtention de céramique. Donc, il faudra avoir en tête plusieurs problèmes. Donc, le KNN, comme je dis, c'est une poudre commerciale nanométrique. Donc, on va essayer de profiter de la réactivité, de la petite taille des particules pour obtenir des céramiques de bonne qualité. Mais le KNN présente un petit problème, c'est la volatilité des éléments en température. À partir de 1100 degrés, sodium-potassium, il commence à partir. Pour cela, nous, on a décidé d'utiliser le SPS, donc le Spark Plasma Sintering, comme technique de fruitage, parce qu'il présente plusieurs avantages. Donc, on peut utiliser des rampes de chauffe très rapides. Normalement, très souvent, la température de densification elle est inférieure à la température de densification standard. Et aussi, on utilise des cycles de fruitage très courts. Pour ceux qui ne connaissent pas la technique, le SPS, c'est une technique de fruitage non conventionnelle dans laquelle on utilise un moule, normalement en graphite, les conducteurs, on le remplit donc, avec notre poudre à friter, et on peut appliquer une pression uniaxiale sur notre échantillon et on va en fait faire traverser le tout avec un courant électrique forte intensité, c'est du DC pulsé. Le moule va chauffer par effet Joule et par conduction, on va chauffer notre échantillon. Donc, comme vous voyez, c'est de graphite et l'environnement de fruitage est réducteur. Donc, pour les oxydes spécialement, beaucoup de fois, c'est un traitement thermique post-annealing, il est requis pour revenir à l'état initial de notre matériau, ça veut dire de rétablir les lacunes d'oxygène générées pendant le fruitage en température et aussi réoxyder les espèces chimiques de réduite. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est une référence de notre KNN à 1000 degrés. On a fait aussi une petite étude d'influence de l'humidité. Il n'est pas montré ici aujourd'hui, mais on a voulu voir aussi l'effet de l'humidité sur l'évolution des propriétés d'une céramique déjà fritée. Donc, pour cela, je vous invite à regarder le poster 5 présenté par Anzi, qui montre cette étude-là. Donc, le vieillissement d'une pastille fritée à 1000 degrés, la référence, sous atmosphère humide. Après, ce qu'on a fait, c'est de construire une cartographie de fruitage pour déterminer la fenêtre de travail qui nous intéressait. On a pu délimiter la limite supérieure en température de fruitage et inférieure. La supérieure, elle se situe à 750 degrés. À cette température-là, on obtient des céramiques très denses, au-delà de 97%. Mais comme vous pouvez voir dans la photo, la céramique, elle est colorée. Donc, elle souffre de réduction d'espèces chimiques et beaucoup de lacunes d'oxygène. De l'autre côté, à 650, c'est la limite inférieure. Donc, on a une céramique blanche, ce qui montre qu'il n'y a pas d'effet de réduction ni de création de lacunes d'oxygène, mais par contre, le taux de densification n'est pas suffisant. Donc, on a trouvé le juste milieu à 700 degrés, température à laquelle et en combinaison avec 100 mégapascales de pression appliquée sur l'échantillon, 15 minutes de palier, une vitesse de chauffe de 400 degrés minute, on obtient des céramiques densifiées à 97% et complètement blanches aussi. Donc, il n'y a pas nécessité de faire un traitement post-annealing. On a regardé les microstructures en détail et on a vu qu'elle est très hétérogène, surtout quand on compare le centre et la surface de la pastille. Et même si on a des valeurs d'électrique qui sont correctes, mais notre coefficient piézoélectrique D33, il reste aux alentours de 55 picocoulombs par Newton, chose qui nous paraît un peu faible, vu que la référence montre entre 100 et 120. Donc, on a voulu améliorer cet aspect-là. Et pour cela, on a utilisé une caractéristique que notre équipement SPS nous permet de modifier, et c'est la séquence, ce qu'on appelle la séquence de pulse. Je dis que le SPS fonctionne avec des DC pulsés. Ce que fait la machine, c'est l'injecte de pics de courant dans le système pour chauffer notre moule. Et cette séquence de pulse, on peut la modifier.
La séquence standard qui est fixée d'usine, c'est 12. Ça veut dire que dans le temps de 14 pulses de courant, 12 vont envoyer de l'énergie et l'équivalent à 2 pulses vont rester à 0. Il y a un temps de relaxation. On a amené le curseur dans un extrême pour avoir un ratio on-off très élevé, donc 50 pulses on et 2 off. Et après, on a équilibré les deux avec une séquence 9-9 pour avoir le même temps d'injection de courant et le même temps de relaxation. Quand on regarde le cours d'énergie injectée ou de puissance injectée, on observe en bleu la courbe avec la séquence standard. Et déjà, avec la séquence 52, on voit que la machine, elle est obligée ou elle utilise plus de puissance pour arriver à la même température de travail, donc 700 degrés. Et aussi, elle utilise plus d'énergie pour maintenir cette température. Par contre, la séquence 9-9 montre, comme était un peu attendu, des pics de courant beaucoup plus intenses que les deux autres séquences, parce qu'il y a beaucoup plus de temps de relaxation. Ça fait qu'on perd de la température à chaque temps de relaxation. La machine, elle est obligée de compenser ça par des injections de puissance plus importantes. Et le résultat, c'est qu'on a des oscillations de température beaucoup plus importantes. Mais par contre, si on regarde la courbe en termes d'énergie consommée, on voit que c'est la séquence 9-9 la plus économe. La conséquence de cette expérience sur les microstructures, on a observé que pour la séquence standard 12.2, on avait une microstructure très hétérogène en termes de taille de particules, avec des grosses particules et beaucoup de petites particules en dessous 400, 600, 400 nanomètres. Quand on travaille avec une séquence 52, les particules de grosse taille ou de grande taille ont tendance à disparaître et toute la population, elle est en dessous 1 micron. Et avec une séquence 9-9, il n'y a pas uniquement les grosses particules qui ont tendance à disparaître, mais aussi les toutes petites. Donc, on a une population qui se concentre entre 200, 400, 500 nanomètres. Ça veut dire qu'avec cette séquence, on a une distribution de taille de grammes beaucoup plus homogène. Et toutes les céramiques ont une densité de 97%. Ça a un impact direct sur les propriétés piezoélectriques, c'est ce qu'on voulait voir. Et on part de 55 picocoulombs par Newton avec la séquence standard 2. Quand on utilise la 52, on augmente jusqu'à 65 et on obtient 70 picocoulombs par Newton pour la séquence 9-9. Ces résultats sont cohérents avec les travaux de Mayer et collaborateurs qui ont déjà observé qu'il n'aurait pas une taille idéale de particules de KNN pour les meilleures propriétés piezoélectriques, mais plutôt un facteur d'homogénéité de microstructure. Donc, une fois qu'on a repéré des bonnes valeurs expérimentales pour obtenir les céramiques, on va s'attaquer aux couches épaisses. Donc, je rappelle qu'on va partir sur un système assez simple de cantilever avec 3 couches. Les couches qu'on va déposer sur notre substrat flexible, je rappelle que c'est l'acier inoxydable, on va le faire par sérigraphie. La sérigraphie, c'est une technique bottom-up qui diminue énormément le déchet de matériaux, nous permet de déposer des couches épaisses et de façon en plus additive, c'est-à-dire qu'on peut déposer plusieurs couches une sur l'autre. C'est une technique assez simple et facile à mettre en place et elle n'est pas chère. Donc, une fois obtenu notre dispositif, on va passer au SPS encore une fois pour coffreter tous les éléments en une seule étape. Normalement, avec la sérigraphie de plusieurs couches, il y a des étapes de séchage et densification en température de chaque couche avant de passer à la sérigraphie de la couche suivante. Et nous, on va s'en passer à toutes ces étapes et on va faire tout à la fin d'un seul coup. Donc, pour cela, il y a 2 points principaux à part les conditions de frittage qu'il faut regarder, et c'est la qualité des encres qu'on va utiliser pour la sérigraphie et aussi, bien sûr, le paramètre de sérigraphie. Donc, aujourd'hui, on utilise des encres qui sont très écologiques à base d'eau. Travail qui avait été commencé en collaboration avec le CENTI à Portugal. Et ici, je vous invite à regarder, pour aller visiter le poster 7 présenté par Romain Diaz et Valérie Delage, qui a tout le détail sur ces 2 aspects-là.
Donc, comme vous pouvez voir, après optimisation de la composition des encres et des paramètres de sérigraphie, on peut obtenir des motifs qui sont très clairs, très bien définis, encore avec quelques petites bulles donc à améliorer. Mais ici, dans l'image de microscopie numérique, vous voyez que les épaisseurs sont formidables et la qualité des impressions aussi. Maintenant, on passe à la partie de frittage. Donc, c'est une étape assez délicate pour ce type d'objet parce que le SPS, comme j'ai dit, on applique une pression, mais la machine, elle est bridée, elle a une valeur mini de force et cette valeur correspond à une pression excessive pour cet édifice de multicouche, chose qui entraîne la déformation ou carrément la destruction de ces multicouches. Pour cela, on va utiliser un moule spécialement designé et breveté pour ce type d'échantillon qui permet de réduire la pression appliquée sur notre échantillon et avoir une zone homogène de chauffe. Donc, dans ces cas-là, on a pu réduire encore plus la température de frittage. Donc, maintenant, au lieu de 700, on est sur 580 degrés. Et le cycle de frittage, il se réduit à 3 minutes. Et encore un pas en avant et toujours pour améliorer l'empreinte environnementale, écologique. Vous vous souvenez, j'ai dit que le cycle de vie précédent avait déjà mis en évidence le poids dans le score final des électrodes, mais ici, on a éliminé l'électrode inférieure et on va utiliser le substrat lui-même, qui est métallique, un acier inoxydable, autant comme substrat, mais aussi comme électrode. Vous voyez, ça c'est possible parce que les qualités des interfaces entre le KNN de l'acier et le KNN de l'électrode sont de très bonne qualité. Donc, pour conclure, on a parti de nanopoudre de KNN Serpotec, sans dopant, sans aide au frittage, et on a pu, à 700 degrés, obtenir de céramique à 97% d'intensification, sans traitement post-handling, et on a amélioré la microstructure avec une séquence de pulse 9.9 et aussi les propriétés piezoélectriques en utilisant cette fréquence. Au niveau de MEMS, on utilise des encres à base d'eau. On a encore réduit la température de frittage et le cycle de frittage à 3 minutes et on a supprimé un des électrodes. Donc, quelques perspectives, il n'y a pas tout qui est fini. Donc, on considère qu'on peut améliorer, par exemple, l'étape de polarisation pour améliorer la partie électrique, surtout piezoélectrique. Nous sommes en train d'explorer des pistes sur le frittage 2 étapes par espèce pour améliorer encore la microstructure. Les résultats préliminaires montrent des résultats très commandants. Et aussi, avec nos collègues de CIM en savoir, il y a tout un tas d'études de calcul de modélisation pour optimiser la partie substrat pour l'efficacité de la contrainte mécanique sur la couche piezoélectrique. Voilà. Merci pour votre attention. Et tout ça, toujours enlevé dans la partie cycle de vie pour avoir le minimum d'empreinte écologique. Merci, Youssef, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez caractérisé les performances du PNN imprimé aussi? Donc, on est en train de le faire. Il n'y a pas très longtemps qu'on a réussi à avoir toute la couche avec des bonnes interfaces, avec un bon rapport de collage entre les couches pour avoir vraiment un signal fiable, on va dire. Surtout que maintenant, on a passé à travailler avec acier, KNN et électrode. Donc, on a réussi à avoir la partie électrique, un signal d'électrique qui est convaincant par rapport aux céramiques. Et maintenant, on veut passer à l'étape de polarisation, qui est un peu délicate, et après à la mesure de coefficient piezo. Pardon? On est à 100 microns d'épaisseur. Je voudrais savoir comment vous envisagez de passer sur le phénicologier, parce que là, je pense que c'est un film qui doit. Oui, c'est une couche épaisse. Oui. Le cantilever, il est déjà fait, c'est le substrat avec les dimensions qu'il faut.
On imprime les différentes couches avec les tailles souhaitées et après, simplement, on va fixer un extrême. On peut implémenter le système avec une masse inertiale dans l'autre extrême et après, avec un shaker, on va induire la vibration. Et ça va induire la contrainte mécanique sur le couche. Ben, oui, il y a pas les encres sont à base d'eau principalement, mais il y a toujours une petite quantité de phase organique pour assurer que c'est fait de l'huile, etc. C'est pas un écran, c'est pas c'est un beau choix. Effectivement, si on prend des écrans avec des fils d'acier, on a des problèmes. On doit tester avec des écrans de tester, on a des problèmes, mais c'est vrai que c'est très différent des encres classiques à base d'éthique cellulose. Mais actuellement, vu l'épaisseur qu'on souhaite, l'impression pochoir marche mieux. C'est mieux, c'est plus performant. Voilà. Pardon, J'ai une question sur la partie SPS. La séquence qui marche bien, c'est le 9-9. Oui. Est-ce qu'on peut descendre? On peut. Est-ce que si tu faisais un 3 et plus long, en énergie, ça serait meilleur probablement? Oui, donc ça, on a énormément de liberté pour jouer avec la séquence. Parce que la partie on peut l'amener jusqu'à 99 Hz. Et la partie off, on peut la monter jusqu'à 9. Donc le 9, c'est le temps max de relaxation qu'on peut utiliser avec la machine. On pourrait réduire encore plus la partie on, hein. On pourrait avoir 3, 9 par exemple, tout ce qui ferait des pics encore plus intenses et des oscillations de température encore plus importantes. On n'a pas testé ça. Exactement. Oui, apparemment, parce que dans l'espèce, il y aura toujours des gradients thermiques, autant radial comme axial. Donc, on a essayé de minimiser cet effet avec la séquence de pulse. Donc, apparemment, il y a la partie relaxation qui joue un rôle très important pour une répartition de la chaleur plus homogène dans le volume. Bon, merci encore. Merci.